je ne vais pas vous embêter avec tout ce que j'ai pu faire au cours de ma carrière, ça va être trop casse-pied. Donc je fais une présentation qui est un peu spéciale, qui va être concentrée principalement sur un concept qui, à mon avis, est très important en cancéro et qui m'a guidé pendant pas mal de temps, pendant ces 40 années de chirurgie de cancer digestif. Mon parcours, rien de très particulier, donc on passe très rapidement, ça fait 40 ans. Et donc je dirais à part un séjour au Japon qui m'a permis d'apprendre beaucoup en chirurgie hépatique et dans les autres chirurgies aussi, le reste rien de très particulier. J'étais chef de service en chirurgie avec mon patron, le docteur Lasserre, à partir de 1997, et les 8 dernières années, j'ai dirigé le département de chirurgie de Gustave Roussy. Les publications, articles et livres, ça fait 400 en anglais, 100 en français, ça n'a pas grand intérêt, je ne vous ai pas listé ici. En fait, je voulais vous parler un peu d'un aspect de la chirurgie cancéro, qui est la chirurgie de métastase. Et donc, je vous rappelle que méta, ça veut dire au-delà, et stase du calme. Donc, le métastase, on voit bien ce que ça veut dire, on est vraiment au-delà du calme, et c'est un très bon terme pour cela. Et le concept dont je voulais vous parler et illustrer un peu aujourd'hui, c'est il est basé sur une meilleure connaissance de l'histoire naturelle des cancers, les cellules circulantes, l'essaimage, ce qui se passe au moment de l'intervention chirurgicale, de la chirurgie, l'immunodépression post-opératoire et tout ça. Alors, il se trouve que, vous voyez en bas, j'ai commis 2 articles là-dessus, 1990, vous voyez que ça a 25 ans, et plus tard en 2005, où j'avais essayé d'analyser toute la littérature là-dessus, et j'en ai tiré des conclusions qui ont participé, disons, je pense, à l'émergence de ce concept. Et en fait, le concept, vous l'avez ici, c'est que la chirurgie, finalement, quel rôle de la chirurgie, c'est de retirer la maladie visible, et si on la retire entièrement, c'est une bonne chose, mais elle est insuffisante à elle toute seule pour traiter toute la maladie, car il reste de la maladie microscopique, invisible, et c'est là où interviennent la chimiothérapie ou l'immunothérapie ou nos défenses naturelles. Et si on utilise la chimiothérapie, évidemment, il faut avoir la preuve post-opératoire, puisque le chirurgien va retirer le macroscopique, il restera le microscopique à traiter par la chimiothérapie, et si on a la preuve en préopératoire qu'une chimiothérapie est efficace, c'est meilleur. Et cette preuve, on peut l'avoir soit par une chimiothérapie néoadjuvante, soit sur des éléments statistiques ou génétiques, par exemple, le fait de savoir si on ira se muter ou pas. Alors, quelques exemples très très rapides, parce qu'on n'a pas le temps de grand-chose pour vous expliquer ce qui se passe. Et là, à chaque fois, là, je vous ai mis quelques articles, mais c'est toujours le premier historiquement, vous voyez, 1965, cellules tumorales circulantes. Eh bien, dans cette série, vous voyez que du sang veineux était pris, et 5 minutes donc périphériques, et 5 minutes avant ligature de l'artère mésentérique inférieure, chez des gens qui étaient opérés d'un cancer du côlon rectum, et on trouvait des cellules tumorales dans 10% de ce sang, et 5 minutes après, la ligature de l'artère mésentérique inférieure dans 60% des cas. À cette époque, les gens regardaient des tubes, des lames de sang, ils ont regardé des centaines, puis de temps en temps, ils voyaient passer, parce que c'était tout à fait artisanal, ils voyaient passer évidemment de temps en temps des lymphocytes, surtout des globules rouges, et de temps en temps des cellules tumorales. Quoi qu'il en soit, de cet article-là, on voyait déjà 2 choses. Un, qu'il y avait une majoration de l'essaimage tumoral lors de l'acte chirurgical, les chirurgiens devaient penser à ça. Deuxièmement, vous voyez l'inefficacité du dôme de la ligature première des vaisseaux, qui est complètement un dôme complètement farfelu, qui repose sur rien de réellement scientifique. Alors vous pouvez dire, oui, d'accord, il y a 2-3 cellules tumorales, c'est qualitatif, c'est pas si embêtant que ça, mais sur le plan quantitatif, c'est pas important cet essaimage. Erreur, donc là, 1988, première étude qui quantifie chez 2, paraît-il, volontaires de l'armée américaine qui avaient des cancers du rein gauche, parce qu'il a fait une grosse veine rénale sur laquelle il y a un appareillage complexe qui draine tout le rein gauche. Eh bien, le premier qui avait une tumeur de 10 cm essaimait 5 milliards de cellules tumorales par jour dans la circulation, et le deuxième tumeur de 6 cm, 230 millions de cellules tumorales par jour. Tout ça pour vous dire que cet essaimage est quelque chose de fondamental. Alors j'ai gommé tout ce qui se passe dans les lymphatiques, dans la moelle, tout ça, faute de temps. Vous vous rappelez que cette première étude en 1995 analyse
ce qui se passe dans le sang qui est prélevé dans le champ opératoire. Et ça, c'est que pour des cancers qui ont été opérés en passant au large, jamais au contact de la tumeur. Et bien, dans ce sang prélevé dans le champ opératoire, vous voyez qu'on retrouve des cellules tumorales dans 93% des gens, qui explique un essaimage local. En fait, quand on sectionne les vaisseaux, les veines et les lymphatiques qui drainent, eh bien, il y a des tas de cellules tumorales qui tombent dans le champ opératoire. Et donc, vous voyez, une des conséquences de ça, c'est que moins ça saigne et moins vous aurez d'essaimage. Donc, la chirurgie doit être exsangue au maximum, évidemment, en cancérologie. Et puis, ceci, vous le connaissez tous, mais évidemment, le pronostic, quand vous avez 1 kg de cellules tumorales, l'efficacité de la chimio, ça va être très très long pour avoir des résultats intéressants. Ici, c'est l'équivalent de 1 cm de cellules tumorales. Et évidemment, si vous avez retiré toute la maladie décelable macroscopique, eh bien, vous partez de là, et la chimiothérapie adjuvante, et elle marche bien, vous savez, dans les colons eh bien, c'est parce qu'on parle de niveau très bas, et donc à ce moment-là, c'est elle qui, en termes de guérison, a les meilleurs résultats. Et c'est comme ça qu'il faut... Et donc, de tout ça, il apparaît que la chirurgie n'est qu'un traitement local, avec des répercussions néfastes que le chirurgien doit connaître, parce qu'il peut les moduler. Il y a une augmentation de l'essaimage pendant la chirurgie. Première étude, 1983, très très simple, 5 patients qui sont opérés d'un CHC. Et bien, quand on mobilise le foie, à ce moment-là, il y a un essaimage massif de cellules tumorales dans l'oreillette droite. Une immunodépression, vous savez tout ça en post-opératoire, et donc vous voyez ici un groupe témoin, mais ici l'immunodépression, et lorsqu'il y a une immunodépression, tous les immunodéprimés font plus de cancer. À ce moment-là, il y a une phase critique dans laquelle il peut y avoir des essaimages tumoraux qui sont nettement facilités. On peut lutter contre cette immunosuppression, je n'ai pas le temps de vous en parler. Prendre conscience que lorsque on fait une chirurgie radicale, même supraradicale, on ne retire jamais les cellules tumorales qui se promènent ou qui sont en dormance dans la moelle ou qui sont dans les cellules circulantes et tout ça. Et prendre conscience que le fait de passer de 1 kg de tumeur à 1 mg, souvent quand on opère une grosse tumeur, c'est ce qui se passe, on retire tout ce qui est visible et puis probablement il doit rester 10 mg de cellules tumorales. Eh bien, c'est une diminution de 3 logs seulement. Et il faudra encore 7 diminutions de 3 logs pour tuer toutes les cellules tumorales. Et là, ce qui intervient, c'est évidemment soit avant tout nos défenses naturelles, ou sinon la chimiothérapie, l'immunothérapie. Et donc, finalement, à la fin des fins, c'est dans le deuxième article, je disais, c'est quoi la fonction de la chirurgie dans le cancer? Eh bien, c'est de réaliser une réduction tumorale massive, modifier de manière très importante les conflits immunitaires entre l'hôte et la tumeur, puisque je vous rappelle que la tumeur produit des quantités de substances immunosuppressives, faire l'exérèse des sanctuaires vasculaires qui représentent le sang de la tumeur, qui ne sont pas vascularisés, donc ni les rayons ni la chimio ne les atteint, et finalement une forte frappe très ponctuelle dans le temps, et donc il ne peut pas y avoir de résistance à la différence de ce qui se passe pour la chimiothérapie, la radiothérapie. Le corollaire de tout ça, eh bien, c'est de se dire, finalement, si la chirurgie peut tout retirer ce qui est décelable, et si on a une chimiothérapie efficace derrière, le faire. Et à ce moment-là, quel que soit le site de métastase et leur nom, ça n'intervient plus. Ce n'est plus qu'un problème de technique. Et là, j'ai changé ma vision il y a 15 ans là-dessus, sur ce point-là. Au départ, il y avait le nom intervenait, les localisations intervenaient, et progressivement, de moins en moins, c'est intervenu en se basant sur ce principe. Et donc, vous voyez comme quoi ça peut changer les choses, et c'est ce qui m'a amené à me lancer dans des exercices de gens qui avaient et une carcinose, et une métahépatique, etc. Au fil du temps, je dois signaler que les choses se sont compliquées parce que l'imagerie faisant des progrès, eh bien, on détecte chez les patients à l'heure actuelle beaucoup plus de métastases, alors que c'est les mêmes patients, qu'avec l'imagerie il y a 15 ans. Donc les choses se sont compliquées, mais bon, ça c'est un autre problème. L'application, exemple de ce principe, par exemple, cette étude-là qui vient de René Adam, où ce sont des gens qui ont été hépatectomisés, ils ont tous plus au moins 4 métastases hépatiques, et vous voyez que ceux qui, en préopératoire, ligne du bas, étaient chimio-résistants, et bien le résultat est beaucoup moins bon, 8% de survie à 5 ans. Or que ceux qui avaient, c'est
l'illustration de ce que je vous disais, avoir derrière une chirurgie complète, une chimiothérapie efficace pour traiter la maladie résiduelle, s'illustre ici. Et donc, ceux qui sont chimiosensibles ou chimiostables, eh bien, ont 37 et 30% de survie à 5 ans. Et donc, pendant une quinzaine d'années, parce qu'au cours des 3-4 dernières années, j'ai changé un petit peu d'avis, eh bien, si aucune chimiothérapie n'était efficace, les chirurgies complexes, on ne se lançait pas dedans. Et donc moi j'ai beaucoup aimé la chimiothérapie à cause de tout ça. Je m'entends très bien avec les chimiothérapeutes à cause de justement cette vision des choses. Et donc c'est ce qui s'est passé au cours des dernières années. Alors à mon avis, les choses vont quand même changer. Je vous ai mis un exemple parce qu'il y a des cancers qu'on peut traiter de plus en plus comme des maladies au long cours, chroniques. Et un exemple, l'essai randomisé européen CLOC, qui était pour les métastases hépatiques d'origine colorectale non résécable, eh bien ils étaient randomisés entre chimio-sol, traitement standard, et puis patients opérés, les chirurgiens détruisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais pas tout, ils n'y arrivaient jamais, évidemment, c'est pas résécable, par radiofréquence et chimiothérapie. Eh bien, le bras traité par radiofréquence chimiothérapie va beaucoup mieux que le bras chimiothérapie seul. Ce qui veut dire que là, la chirurgie, la radiofréquence faite au cours de la chirurgie, radiofréquence multiple, eh bien, a prolongé. Et pourtant, il n'y a aucune optique curative, là, la survie des patients. Et donc, peut apparaître comme un traitement d'appoint dans l'évolution de ces maladies qui devient de plus en plus chronique. L'application évidemment de cette idée a été qu'on s'est mis à traiter des gens non seulement qui avaient des métastases hépatiques, mais également des localisations extra-hépatiques. Et voici les résultats. Donc vous voyez qu'il se trouve que, disons, grâce à ça, j'étais le premier à publier une série en 2003 qui analysait les survies à 5 ans. Il y a eu ensuite 3 autres grandes études qui ont amené d'autres résultats faits ultérieurement. Et puis, évidemment, une des applications aussi de ce concept, eh bien, si on croit à ça, eh bien, à ce moment-là, on arrivait également à se dire, ben, la carcinose, la chirurgie de la carcinose, la chirurgie qui va retirer la maladie visible, et puis derrière, on va traiter l'invisible par de la chimiothérapie, était une application aussi de ce concept. Et donc, là, vous voyez des lésions sur le péritoine diaphragmatique, le ligament suspenseur du foie. Une fois que c'est nettoyé, il n'y a plus de maladie visible, mais il reste la maladie invisible, concrète par la chip, que Gustave aussi on fait à ventre ouvert la collision technique, voici l'aspect, vu de loin avec la machine. Une température, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais qui est toujours supérieure à 42 degrés partout, vous voyez, donc en moyenne on est à 43 degrés. Et puis, donc là, c'est déjà 2003, et 2003, on faisait déjà plus de 42 degrés, c'est les drains de sortie en bas et en haut, les drains d'entrée. On a pu démontrer que, enfin, c'est pas une étude randomisée, mais les patients, les deux groupes avaient été ouverts, et ils avaient tous les deux une carcinose péritonéale résécable, et dans un centre, à l'époque, Gustave aussi, on faisait des chiffres, vous avez les résultats là, et dans les autres centres, on ne faisait pas de chiffres, donc les patients étaient refermés, on avait une chirurgie très palliative, et donc ils étaient traités par chimiothérapie, mais c'est des patients sélectionnés qui étaient théoriquement résécables. Vous voyez la différence de survie en faveur de la chip. Et tout ça se termine par une publication récente où on a regardé la différence ou les similitudes qu'il pouvait y avoir entre toujours pour les cancers colorectaux, les hépatectomies ou le traitement des carcinoses par chirurgie 119 carcinoses par chirurgie d'exérèse complète plus chip. On a retiré évidemment les 37 patients qui ont eu les deux. Bon. Et puis on a analysé, d'abord vous voyez que la survie globale est strictement identique. Donc si parmi vous, vous envoyez des gens chirurgiens pour faire des hépatectomies, vous devez envoyer les gens chirurgiens pour avoir des chips puisque les résultats sont aussi bons. Maintenant, quand on regarde un petit peu les facteurs pronostiques, on a essayé d'être simple, on a pris les facteurs les plus puissants, et c'est le nombre de métastases hépatiques en matière de métastases, pour ce qui est des métastases hépatiques, et puis c'est le PCI dont vous avez entendu parler pour la carcinose péritonéale. Et donc, quand on regarde le groupe avec métastases hépatiques, il y a une différence évidemment entre les patients qui ont plus de métastases et ceux qui ont moins de 10 métastases. Il y a une différence. Elle n'est pas énorme, elle est nettement visible, elle est bon. Et quand on regarde maintenant pour ce qui se passe pour les carcinoses péritonéales, on voit des différences beaucoup plus importantes et une survie excellente, puisque là on a 72% de survie, je crois, à 5 ans, quand la carcinose est au tout début, quand elle est toute petite.
Et donc, ce qui veut dire, à l'heure actuelle, si moi on me demandait tu choisis une métastase hépatique ou une petite carcinose, je choisis une petite carcinose et je vais te faire traiter dans le bon endroit et j'ai plus de chances de survie qu'avec une métastase hépatique. Et donc vous voyez qu'il y a de grosses différences la pronostic par contre dans les trois groupes. Et quand on met les 5 courbes ensemble, eh bien, vous voyez qu'il y a un groupe qui va particulièrement bien, c'est les toutes petites carcinoses en haut. Un groupe qui va particulièrement mal, c'est les grosses carcinoses en bas. Donc on se pose la question maintenant de ne plus toucher aux grosses carcinoses, très probablement. Et puis des groupes intermédiaires, je passe. Et donc de tout ça, eh bien, est émergé les essais de ces dernières années. L'essai Profilochip, qui concerne les essais à haut risque des patients, qui concerne les patients à haut risque de développer une carcinose péritonéale. Ils ont donc plus de lésions, mais ils ont simplement un risque en place, ils ont 6 mois de FOX, puis un bilan qui était strictement négatif, et à ce moment-là, ils étaient randomisés entre surveillance simple et puis second loop pour CHIP, car je vous rappelle que détecter les carcinoses péritonéales au tout début, pour le très très bon pronostic, c'est impossible, puisque sans ouvrir les patients, puisqu'il n'y a pas de symptômes quand on a une toute petite carcinose, il n'y a pas d'imagerie, il n'y a pas de biologie positive. Donc le seul moyen d'aller au-devant de ces carcinoses toutes débutantes, c'est de proposer un second look, ce qui était ici. Donc l'étude randomisée est terminée, elle a été multicentrique, randomisée, et les 150 patients ont fini d'être inclus début 2015. On aura les résultats dans 2-3 ans. Un autre exemple, et quelque chose qu'on a également, sur lequel on a beaucoup travaillé avec Gustave Roussy au cours des 20 dernières années, c'est la chimiothérapie intra-artérielle. Et donc Diane, il y a 2 ans, a comparé des patients qui ont eu, après hépatectomie, une chimiothérapie intra-artérielle à l'intérieur du foie, donc pour surtraiter le foie à la maladie microscopique, résiduelle dont je vous parlais tout à l'heure, et qui l'a comparé à des patients qui n'avaient pas cette chimiothérapie adjuvante intra-artérielle. Cela ne concerne que des patients à haut risque qui avaient au moins 4 métastases à l'intérieur du foie. Et vous voyez la différence de survie avec un bénéfice très net chez des patients qui ont de la chimiothérapie intra-artérielle. Il y a beaucoup moins de récidives. Et donc ceci a donné naissance à un essai qui a lieu en cours, randomisé, multicentrique, PHRC, chez les patients qui ont plus de 4 métastases hépatiques. Et vous voyez qu'on va tester l'efficacité de cette chimiothérapie intra-artérielle de manière randomisée. Également, et pour terminer, là, ce sont des patients qui étaient strictement non résécables et qui ont reçu en première ligne, et donc je passerai sur l'équipe américaine Kemeni qui utilise ce FUDR non utilisable en France pour nous focaliser sur ce qui avait été fait à l'IGR et puis de manière multicentrique. Et bien vous voyez qu'en première ligne, l'oxalie donnée en intra-artériel avec du cetuximab, un taux de réponse de 90% et des patients strictement inopérables, là presque la moitié deviennent résécables. Et là, il y avait des patients qui étaient races mutées. C'est-à-dire que si jamais on retirait ces races mutées, c'était 100% de réponse objective là-dedans. Donc mais ceci dit, la première ligne, l'intra-artérielle en première ligne, c'est très dur, c'est lourd quand même. Donc ceci débouche sur un essai qui est activé très prochainement, qui s'appelle Sultan 1. C'est des patients qui n'ont pas de métastase résécable d'emblée, et on va utiliser l'oxalie intra-artérielle en deuxième ligne précoce. Donc ils vont avoir une première ligne, et s'ils ne répondent pas très rapidement à la première ligne, eh bien, ils seront randomisés entre oxalie A, oxalie ou pas d'oxalie intra-artérielle. Et donc pour conclure, eh bien, ces 40 ans de chirurgie digestive, ça n'a pas été 40 ans de solitude, hein, c'est 40 ans de solitude, vous connaissez le bouquin de Garcia Marquez. J'ai trouvé que ça a été plutôt passionnant et c'est passé rapidement. Beaucoup de questions posées, moins de réponses, mais dans la tradition juive, il est dit que les questions sont plus importantes que les réponses. Beaucoup de progrès techniques et une meilleure connaissance du cancer, j'essaie de vous montrer. Rétrospectivement, je pense que ce que j'ai fait, c'était pas si pire, comme disent les Canadiens, et je vous remercie tous de m'avoir accompagné pendant ce bout de chemin. Merci.